Eh ben, bonjour à tous et à toutes. Je vais essayer de pas trop me tourner vers la télé, sinon on va appeler les chiens au fur et à mesure. Je suis très content de venir vous parler aujourd'hui d'un projet que j'ai commencé à la maison avec ma conjointe et mon grand-père. On s'est amusé à passer nos vieux trains Jouef que vous avez là actuellement à l'écran au numérique avec des Raspberry Pi et des TinyGo. Et au fur et à mesure du projet, il y a des choses qui ont un petit peu évolué, donc c'est pour ça qu'on n'a plus de Raspberry Pi, mais on va parler un petit peu de tout ça aujourd'hui. Je me présente rapidement, je m'appelle Florian Forestier, je suis local de l'étape, puisque je suis à Clermont-Ferrand. Je travaille pour une société qui s'appelle Zenica. Normalement, vous nous voyez rapidement en conf, puisqu'on est tous des chaperons rouges avec nos superbes t-shirts et hoodies. Et du coup, je vais commencer à vous parler un petit peu de mes trains. Et avant de vous parler de développement, de programmation, etc., je vais vous faire un petit peu d'histoire. Un petit peu d'histoire parce que ces trains, ils ont une histoire particulière. C'est des trains qui ont été achetés au début des années 80, donc ils ont déjà un peu plus de 45 ans. Ils ont été achetés dans les années 80 tout simplement puis, en tant que jouet que mon grand-père avait acheté pour ma mère et ma tante. Et quand elles ont grandi, forcément, les trains ont beaucoup moins servi. Donc ils sont partis au grenier où ils ont passé 25 ans dans des conditions de stockage absolument optimales pour n'importe quel truc électrique, à savoir de l'humidité. Donc ça a été un petit peu compliqué de les remettre en route. Et puis lorsque moi j'ai été en âge de pouvoir m'amuser avec, on les a remis en route. Donc début 2005, la table ressemblait à ça à peu près. C'était une demi-table de ping-pong, donc on avait recyclé ce qu'on avait à dispo. Et on a commencé à s'amuser. Et puis à partir de 2011, on l'a un petit peu fait évoluer, donc on a quasiment triplé la taille. On a réouvert la table de ping-pong et on s'est servi de toute la table. On a créé des bâtiments, des structures, on a fait du flocage, on a fait tout genre de choses. Et surtout, on a fait une grosse mise à niveau électrique, puisque l'ancien setup avait 40 ans, les transformateurs avaient 40 ans. Donc en termes de sécurité incendie, on n'était pas loin de la résiliation de l'assurance habitation. Donc on a quand même fait un petit peu de nettoyage d'un point de vue électrique, histoire d'être sûr que ce soit safe à utiliser. Donc tout ça pour vous dire que ces trains-là, ils ont quand même pas mal d'historique. Il y a 3 générations de personnes qui y ont joué. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et qu'on s'amuse avec depuis très longtemps dans la famille. Alors la question que vous vous posez peut-être, c'est qu'est-ce que c'est qu'un train électrique précisément? Alors un train électrique, c'est un jouet qui est apparu il y a à peu près 2 siècles. Alors forcément, il y a 2 siècles, il n'était pas à l'électricité, il était à la vapeur. Mais ça remonte à cette époque-là. Et ça s'est surtout énormément démocratisé à partir du début des années 50. Tout simplement puisqu'on a eu la standardisation de l'échelle. Auparavant, chaque constructeur avait sa propre échelle. Donc si vous achetiez du Jouef, vous pouvez faire tourner que du Jouef. Si vous achetiez du Marklin, vous pouvez faire tourner que du Marklin. Donc c'est un petit peu contraignant. Et surtout, ça s'est mis à coûter beaucoup moins cher, puisque dans les années 50, on a l'industrialisation, on a la plasturgie, et ça a permis de réduire énormément le coût des maquettes. Nous, on est en format HO, c'est le format qu'on retrouve le plus souvent en Europe, c'est du format 1,87e, donc nos trains sont 87 fois plus petits que la réalité. Ça existe toujours, c'est toujours produit, vous pouvez en acheter, il n'y a aucun souci. Préparez votre portefeuille quand même, puisqu'en règle générale, les modèles entrée de gamme, ça coûte à peu près 200 € neuf. Donc il faut avoir une passion certaine pour se lancer là-dedans maintenant. Mais ça existe encore, et puis il y a plein de modèles, là vous en avez pour tous les goûts, des TGV, des TER, des Draisines, bref, allez-y, il n'y a pas de problème. Ils se feront un plaisir de sortir tous les modèles qui existent. D'un point de vue un petit peu plus technique, globalement, c'est assez basique. C'est 14 volts continu qui passe dans un rail, donc qu'on a juste ici. Et à l'intérieur du train, on a une lampe et un moteur branchés en dérivation. Et quand on envoie plus 14 volts, ça va en avant. Quand on envoie moins 14 volts, ça va en arrière. Merci, au revoir. Donc le schéma électrique, si on le résume, il est assez simple. On n'est pas sur quelque chose de très complexe. Et nous, en 2011, du coup, pour revenir à notre histoire, on a grandi le terrain de jeu. Et on commence à voir les limites de ce système. Comme je vous le disais à l'instant, on pilote nos trains en analogique. Donc si on envoie du plus 14 volts, ils vont tous en avant. Si on envoie du moins 14 volts, ils vont tous en arrière. Du coup, on a un problème, c'est que tous nos trains vont dans le même sens et à la même vitesse. Et sur notre grande table, 3 trains en gérant en simultané, c'est très compliqué, puisqu'on a quand même malgré tout des trains qui se rattrapent, puisqu'on a des moteurs un peu plus fatigués que d'autres. Donc ils se percutent, c'est difficile de réussir à les faire se dépasser proprement, etc. Donc c'est très compliqué, et on a ce genre de problème. Du coup, c'est un petit peu triste, parce qu'on a 18 locaux en stock, mais on peut en gérer que 3 au maximum. Donc on en fait tourner 3, et puis les 15 autres, on les laisse correctement rangés dans un meuble. Donc c'est un petit peu tristouné. On trouve une solution de contournement. La solution, c'est moche, mais ça fonctionne. C'est qu'on va couper électriquement certaines zones du circuit, et du coup, avec des boutons, on va pouvoir rallumer des morceaux du circuit à la demande. Donc on va envoyer un train sur une zone qui n'est plus alimentée,
comme il n'y a plus d'alimentation, il va s'arrêter. Et quand on veut le faire repartir, on réalimente ce bout-là du rail en appuyant sur le bouton et paf, le train repart. C'est assez compliqué du coup à réussir à se repérer. Donc on a mis des lettres, des nombres un peu partout comme on pouvait. Et puis c'est un joli simulateur de bombes à l'intérieur, puisqu'il y a des kilomètres de câbles qui passent sous la table. Et quand on a quelque chose qui se déconnecte et qui arrête de fonctionner, pour réussir à trouver de quel câble on est en train de parler, c'est tout le temps des grands moments. Donc à l'époque, on est en 2011 et on regarde s'il existe un système. Et oui, il existe un système à l'époque qui s'appelle le DCC. Pour le faire très court et très bref, puisque c'est pas trop l'objectif du talk aujourd'hui, on va tout simplement passer des informations par le courant, donc comme du CPL. On va faire de la modulation de signal et on va dire on a la loco 1, elle va écouter cette courbe-là précise de signal et ça va nous permettre de pouvoir les contrôler. En fonction du matériel et en fonction du prix que vous êtes prêt à mettre à l'intérieur, on va pouvoir gérer plusieurs trains entre 2 et 8 selon le matériel, à des vitesses et directions différentes. Et là, du coup, à l'époque, avec mon grand-père, moi, pour rappel, 2011, j'ai 14 ans, donc l'informatique, je commence à bidouiller, mais je suis encore très très loin d'être capable de faire quoi que ce soit d'intelligent, on va dire. Et du coup, à ce moment-là, on regarde ça et on se dit, c'est absolument génial, il nous faut ce truc-là, il nous le faut absolument. Sauf que, y a un souci, c'est que si vous voulez commencer à mettre du DCC, vos anciennes locaux ne fonctionnent plus. Donc soit vous faites du DCC, soit vous faites de l'analogique. Vous ne pouvez pas faire les deux en simultané. Donc il faut qu'on prenne nos 18 locaux et qu'on les convertisse d'un coup. Sinon on a des locomotives qu'on ne peut plus utiliser. Il faut un transformateur particulier, il faut racheter un nouveau transformateur électrique. Il faut changer les moteurs des trains parce que les notes sont vraiment trop usées pour pouvoir supporter de la modulation de phase et de signal. Et il faut rajouter des cartes dedans. On se renseigne quand même, juste histoire de voir le prix que ça pourrait coûter. Il y en a pour à peu près 3000 €. Mon grand-père est retraité, moi j'ai 14 ans, donc comment vous dire que 3000 balles, on va peut-être pas y aller. Donc on se dit que nos trains en analogique, c'est peut-être pas si mal que ça, et puis ça permet de s'amuser, et c'est très bien comme ça. Et puis les solutions qu'on trouve à l'époque, alors ça a changé maintenant, puisque des communautés s'y sont mis un petit peu dessus aussi. Les solutions à l'époque, c'est du 100% propriétaire. Donc si vous voulez faire quelque chose qui n'est pas prévu par le constructeur, qui vous vend les puces, et qui vous vend le transfo et la carte de contrôle, c'est foutu, vous oubliez. Donc c'est quand même pas du tout une solution qu'on est prêt à accepter. Et à l'époque, on n'a pas de solution particulière. Donc on abandonne l'idée, les années passent. Et les années passent jusqu'en 2024. Et en 2024, je suis dans cet amphithéâtre, mais à votre place. Et on regarde le talk de Thierry, TinyGo petit mais costaud, où il vient nous présenter ce qu'il s'amuse à faire avec des petites cartes embarquées, etc. Et à ce moment-là, moi, je me retourne dans la salle, je regarde ma conjointe et je lui dis « Hey, on fait ça dans des trains ?» Et elle me regarde et fait « Hey, mais carrément !» Et allez, c'est parti. Donc on redescend dans le Cantal, on récupère un train, on le démonte. Donc c'est notre victime qui est juste ici avec nous aujourd'hui. Et on se rend compte qu'il y a pile de la place pour mettre un Raspberry Pi Pico à l'intérieur. Donc on se dit c'est super. Un Raspberry Pi Pico, rapidement, ça fait 2 cm par 5 cm. C'est ce que vous avez juste ici. Je peux peut-être juste activer la caméra. Voilà, donc c'est ce que vous avez juste là. Ça a des performances absolument démentielles puisqu'on a 264 kilobytes de RAM, on a 2 cœurs à 133 MHz et on a 2 mégas de mémoire flash. Donc il ne faut pas non plus avoir envie de faire trop de choses avec, c'est bien pour de l'embarquer mais ça s'arrête là. Et on va en commander quelques-unes puisqu'on en commande 5 en se disant que de toute façon au début on va en cramer une ou deux parce que on ne fait pas d'électronique à la base. Donc on prévoit déjà le fait qu'on va avoir un petit peu de déchets. Et on les prend en version W. Donc le gros avantage des versions W, c'est qu'elles ont déjà du Wi-Fi et du Bluetooth à dispo. Donc ça nous permet d'éviter d'avoir besoin de mettre encore une carte à côté pour gérer de la connectivité. Bon, le premier problème qu'on a, c'est que notre rail, il est en 14 volts, comme je vous le disais tout à l'heure. Dans la réalité, avec 40 ans de dérive, on est plus autour de 18-19 sur les transfos qu'on a à la maison. Et un Raspberry Pi, ça prend 5 volts maximum. Donc si vous tentez de mettre directement du 14 volts sur un Raspberry Pi, vous devriez avoir des étincelles, de la chaleur et de la fumée. Je ne vous garantis pas l'ordre, mais les trois vont arriver à un moment ou à un autre. Donc on va acheter des ponts abaisseurs de tension. Tout simplement, l'idée c'est que ce pont abaisseur de tension là, il prend 14 volts et il nous sort 5 volts et on peut brancher notre Raspberry Pi. Donc premier problème résolu, ça se passe plutôt bien. Ensuite, on a notre problème, c'est contrôler les moteurs. Comment est-ce qu'on peut contrôler les moteurs? Donc pour ça, on trouve un contrôleur PWM. Donc on achète des Adafruit DRV 8871. Hop, et là du coup si je reprends ici, vous avez l'Adafruit qui est juste là et vous avez le pont abaisseur de tension qui est juste là. On branche tout ça, ça donne à peu près ce schéma électrique là.
qui reste assez simple, hein. On a notre 14 volts qui vient du rail, ça va alimenter directement notre PWM, qui ensuite va alimenter le moteur avec l'instruction qu'on lui donne. On va avoir notre point baisseur de tension qui va, qui va aller alimenter le Raspberry Pi et qui va ensuite du coup piloter le PWM. Et ça, on fait nos premiers tests, et ça fonctionne, jusqu'à ce que, sans faire exprès, on inverse le sens du train sur le rail, et du coup le 14 volts devient le moins 14 volts, ça crame la carte, ça crame le Raspberry Pi, donc on va se dire qu'on va rajouter une diode, histoire d'éviter qu'on ait du jus qui revienne dans le mauvais sens, ça sera quand même pratique. Donc, première carte décédée de cette manière-là, mais on apprend, donc on rajoute vite une diode, et comme ça on n'a plus le problème. Ensuite, on teste, directement sur la table et on se rend compte que notre réseau il est pas stable. Pourquoi il est pas stable? Parce qu'en fait on a beaucoup de pièces qui font passer l'électricité. On a les rails qui font passer l'électricité, on a les roues qui font passer l'électricité, et ensuite à l'intérieur de la locomotive on a des petites languettes qui viennent s'appuyer sur les rails pour aller transmettre l'électricité au moteur. Donc autrement dit, dès que vous allez avoir un petit peu de saleté, d'impureté sur le rail, ou que vous allez avoir des micro-coupures, vous allez perdre l'alimentation électrique. Sur un système très classique avec juste un moteur qui tourne, ça pose pas trop de problèmes, tout simplement puisque le moteur lui, il perd l'électricité 100 millisecondes, c'est pas grave, avec l'inertie il va continuer un petit peu à avancer, la loco va retrouver du jus et elle va pouvoir reprendre. Sauf que nous, notre Raspberry Pi, il est beaucoup moins tolérant à la perte d'électricité. Donc toutes les 2 secondes approximativement, le Raspberry Pi s'éteint, se rallume, se réinitialise et il faut lui redonner l'ordre d'aller en marche avant. C'est pas très pratique de devoir toutes les 2 secondes réappuyer sur le bouton pour qu'il avance. Donc, on a ce problème-là, et pour résoudre ce problème-là, on va rajouter un condensateur. Donc, on refait à nouveau notre petit schéma électrique. Au final, on a juste notre petit condensateur qui est rajouté directement sur la partie 5 volts. On va pas s'embêter à mettre le condensateur sur la partie 14. Et là, du coup, on commence à expérimenter et ça fonctionne. Par contre, ça rentre pas. Donc là il y a pas mal de câbles et là même sur la grosse loco, pourtant il y a beaucoup de place à l'intérieur, c'était compliqué de tout faire rentrer. Donc on tente de minifier un petit peu tout ce bazar et pour ça on va aller faire un petit peu de conception de carte électronique. Donc on va imprimer une carte PCB, donc une carte imprimée qui nous fait passer l'électricité là où on le souhaite, custom, et qui en fait va venir se mettre en shield. Donc le principe est très simple, c'est que c'est la petite carte que vous voyez qui est juste là en dessous, on va souder nos 2 autres composants, donc le DRV et le point baisseur de tension dessus, et on va venir brancher le Raspberry Pi, hop, directement, comme ça. Et on va avoir du coup notre montage qui fonctionne. Bon là il est très fatigué celui-là, donc il manque des bouts de connecteurs, etc. Mais vous avez le principe. On commande du coup ça sur PCBWay, et quelques semaines plus tard, le temps que ça arrive, on fait notre premier montage et notre première expérimentation. Et là, ça démarre. Donc on est déjà très heureux. On a réussi à faire un PCB qui fonctionne à peu près. Le PCB, il est tout simple. Quelqu'un qui sait faire ça au quotidien, il mettrait une demi-heure. Nous, on a mis 3 jours et on était super heureux quand on y est arrivé. Donc ça démarre. On pousse un bout de code tout simple sur le Raspberry Pi. Le code, il fait tourner le moteur à fond, il allume la lampe, histoire de vérifier que c'est bon, tout fonctionne. Et ça fonctionne. Le moteur tourne à fond et ça fonctionne. Donc on est content, on a à peu près fini la partie électronique, en tout cas c'est ce qu'on croit à ce moment-là. Et du coup, on passe au code. Et pour le code, du coup, comme je vous le disais, l'inspiration de recommencer à faire ça, c'était TinyGo, donc on y va avec TinyGo. Donc TinyGo, très rapidement, c'est une adaptation du langage Go pour de l'embarquer. On y retrouve à l'intérieur une grande majorité des features et des concepts de Go. Bon, il faut faire attention, TinyGo c'est quand même pas l'intégralité des features de Go à l'intérieur, donc vous aurez certaines librairies qui ne fonctionneront pas, c'est vraiment conçu pour de l'embarquer, et c'est vraiment conçu pour faire des choses assez spécifiques. Donc ne tentez pas non plus de faire n'importe quoi avec TinyGo, partez directement sur Go si vous ne faites pas de l'embarquer. Il y a un cycle de vie distinct entre Go et TinyGo, mais globalement les 2 communautés essayent de faire en sorte à être plus ou moins à jour. Donc quand Go sort une version, normalement TinyGo la sort assez peu de temps après. Bon, la première question qu'on se pose, du coup, notre Raspberry Pi, qui est à l'intérieur de notre loco, qu'est-ce qu'elle est censée gérer? Au final, pas grand-chose. Allumer et éteindre la lumière, gérer la vitesse du moteur, et communiquer avec le reste du monde. Et c'est déjà pas mal, parce que pour rappel, on est sur des performances qui sont vraiment très faibles, on n'a pas beaucoup de capacité de calcul ni rien. Donc déjà, c'est pas mal. Et ça nous suffira très largement. Et au début, on n'a pas envie de se prendre la tête, donc on part sur un très classique client-serveur, parce que c'est simple, parce qu'on sait faire, qu'on en fait déjà régulièrement. Donc on s'embête pas trop. Le Raspberry Pico va exposer une petite API HTTP et on va avoir un serveur central
qui fait le lien entre le front et les trains, pour pas s'embêter et pas directement devoir gérer du Corse, etc. Dans les trains. Donc on a le serveur central, et puis en même temps le serveur central nous maintient un état général. Donc le serveur central c'est que le train 1 il est en marche avant à 80% de vitesse, que le train 2 il est en marche arrière 70%, etc. Donc ça nous facilite un peu la vie. C'est vraiment imparfait, mais on va reparler après, mais c'est une V1. Dans le train, du coup, on a 5 endpoints. On peut allumer et éteindre la lumière, on peut modifier la vitesse et le sens, on peut récupérer le statut du train, et on a juste un ping aussi pour s'assurer que le train est toujours en vie, vu qu'on avait des problèmes au départ, on avait rajouté ce petit truc-là. Le code dans le train, il est très simple. Globalement, on va juste définir les constantes, donc à quel endroit on a branché notre PWM, à quel endroit on a branché notre lumière, etc. Et on va lui envoyer des informations. Si vous avez déjà fait un petit peu d'Arduino ou autre, c'est une syntaxe qui ne vous est pas non plus complètement inconnue en théorie. Et globalement, dans le train, il n'y a pas beaucoup de logique, garde plus complexe que ça. Alors j'ai juste eu un petit problème, c'est qu'au début, TinyGo n'avait pas de support de la carte Wi-Fi sur le Raspberry Pi Pico. Alors ça a été mis depuis, mais du coup j'ai dû m'implémenter toute une stack TCP/IP à la main, donc c'était un petit peu funky. Mais à exception en fait de cet endroit spécifique, c'était assez simple. On a rencontré par contre un problème, c'est que quand le train perdait l'alimentation plus de quelques secondes, il devenait zombie. Donc en fait, le Raspberry Pico coupe plein de composants pour survivre le plus de temps possible quand il n'a plus d'alim. Et parmi les premiers trucs qu'il coupe, c'est la carte Wi-Fi. Sauf que quand il retrouve du courant, il ne rallume pas la carte Wi-Fi. Donc ça nous arrive à plusieurs reprises d'avoir un train qui perd la ligne quelques secondes, parce qu'il arrive sur un endroit où on les fait tous s'arrêter vu qu'on n'a pas encore modifié la table. Et quand on le rallumait, le train repartait pleine vitesse et impossible de l'arrêter. Donc c'était un petit peu problématique. Résultat, on s'est dit qu'il nous fallait le redémarrer en entier quand ça arrivait. Et du coup on découvre la notion de watchdog. Ça m'a fait tourner en bourrique pendant 2 semaines, le temps que je trouve, donc je me permets de vous le présenter. Globalement, un watchdog, c'est assez simple. C'est un dispositif anti-deadlock qui permet de redémarrer si souci. Donc, il va se baser sur une horloge annexe qui est dans le processeur. Et ce truc-là est garanti pour être la dernière chose qui va s'éteindre sur votre carte. Et globalement, il va s'attendre à ce que, de manière très régulière, donc au moins une fois toutes les 8 secondes, on lui envoie un signal pour lui dire « Hey, tout se passe encore bien, donc remets le compteur à 0 ». Et si le compteur arrive à 8 secondes, il éteint la carte et il la hard reboot. À quoi ça ressemble? Assez rapidement, on a notre fonction principale. On va lui dire qu'on démarre notre watchdog. Donc ça c'est pour dire à TinyGo, il faut que tu utilises le watchdog, que tu regardes ce qui se passe dans le watchdog. Et on va démarrer une goroutine avec notre petite fonction sanity. Et sanity, elle va faire un truc très simple. Elle va lancer une fonction checkAlive, qui ensuite va nous faire une vérification HTTP basique. Et si on a un résultat qui est OK, on remet à 0 l'horloge du watchdog. Et si le résultat n'est pas OK, on laisse l'horloge du watchdog continuer à s'incrémenter. Ce qui fait que là, vu qu'on attend 4 secondes à chaque fois, au bout de 2 échecs consécutifs, la carte va redémarrer puisqu'on aura atteint les 8 secondes. Voilà un petit peu pour ce qu'il y a dans le train. Également, le train, quand il démarre, il contacte le serveur central pour lui dire « Coucou, je suis arrivé, donc tu peux maintenant me contacter, je suis présent sur la table ». Et on initialise tous les capteurs, donc le moteur à 0% de vitesse, la lumière allumée pour que nous on puisse avoir l'indicateur visuel que c'est bon, le train est bien présent. On démarre le watchdog et on se met à attendre les ordres. Le serveur central, pas grand chose à dire, c'est une API REST ultra basique, ça tourne sur un vieux Raspberry Pi 3 qui traînait à la maison. Et l'interface graphique, c'est un petit bout de Svelte tout simple qui va juste contacter le serveur central. Et ça fonctionne. Alors j'ai la vidéo au cas où on a un effet démo. Mais on va espérer qu'on n'ait pas d'effet démo. Donc je vais brancher le petit train. Et là du coup, on va faire ça. Hop, tac. Donc là normalement vous avez ma très jolie tête. Hop, mais c'est pas le plus intéressant. Et là, ici, hop, si j'appuie sur le vitesse au max, on a bien démarré. Donc, on a réussi à faire un truc qui fonctionne à peu près. Hop, il faut le temps que je retrouve ma souris. Mais on peut bien évidemment après le contrôler. Je vais le faire s'arrêter. Pardon. Voilà. Hop. Donc c'est bon. On a bien notre interface graphique qui fonctionne. Et on a bien réussi à faire ce qu'on voulait. Alors, on a réussi à faire ce qu'on voulait à 2 petits détails près. Et ça va être la suite de mon talk, parce qu'il reste 25 minutes, donc ça aurait fait quand même beaucoup de questions. Parce qu'en réalité, on a 2 soucis. Le premier souci, c'est que la communication avec la carte qui est dans le train
est très lente. Alors là, j'ai triché, je vous ai montré la V2, donc celle dont je vais vous parler maintenant. Mais comme on est sur de la stack TCP/IP, eh ben on a un peu plus de 300 millisecondes de latence, le temps que l'info arrive au serveur central, que le serveur central recontacte le mini-serveur embarqué dans le train. Donc on est à plus de 300 millisecondes de latence, c'est très très lent, et ça nous a posé problème à 2 ou 3 reprises. Et puis surtout, on va découvrir notre Némésis, qui est la Drazen 8525. Et je vais vous montrer le problème très rapidement, c'est que le Raspberry Pico c'est ça, la Drazen c'est ça passe pas dedans. Voilà. Puisque là, du coup, à l'intérieur, vous avez un moteur, etc. Donc, ça ne rentre pas à l'intérieur. Donc, on se dit, ok, on va y retourner, on va tenter de trouver des solutions. Donc, notre adversaire, c'est la Drazen, c'est le 8525, et pour l'instant, les problèmes de communication lente, on le met dans un inventaire de RPG, on en reparlera plus tard. On va mettre le problème de côté et on va en discuter à la fin. La place à l'intérieur, c'est à peu près du 21 mm par 42 par 12, et notre montage, il fait 18 par 21 par 51, donc ça passe pas du tout, et il va nous falloir trouver des solutions. Du coup, il nous faut encore miniaturiser. Et là, du coup, on va trouver une autre typologie de carte que moi je connaissais pas du tout. C'est des Seed Studio. Donc les Seed Studio, ça a cette tête-là. Je vous en ai pris une qui était encore démontée. Voilà. Donc, par rapport à un Raspberry Pi, vous pouvez voir que la taille est beaucoup plus petite. On est sur quelque chose de vraiment miniature. C'est un fabricant de cartes de très petite taille. C'est standardisé. Toute leur gamme est sous cette taille-là. Donc c'est du 21 par 17,8 mm. Donc on est vraiment sur quelque chose de minuscule. Il en existe plusieurs variantes. Donc il y a des ESP32, ESP32C3 et C6. Il y a du RP2040, donc ça c'est du Raspberry Pi. Il y a du NRF 52480 et c'est de celui-là dont on va parler aujourd'hui plus en détail. Et là, quand on tente de faire la petite jonction que je vous ai montrée tout à l'heure, on se rend compte que c'est beaucoup plus jouable parce que là on peut mettre le Seed Studio et il reste de la place à côté. Donc on va pouvoir s'amuser un petit peu. Première tentative, on regarde un petit peu les specs et le RP2040, que moi j'aimais bien puisque je faisais déjà du Raspberry Pi, donc ça m'aurait permis de ne rien modifier ou presque, n'a pas de connectivité, pas de carte Wi-Fi, pas de carte Bluetooth, rien, donc on oublie un petit peu cette solution-là. Et du coup on tente avec un ESP32C6 qui a du Wi-Fi et du Bluetooth, et j'en commande 3. Et ça fonctionne plutôt bien, par contre je me rends compte au milieu, vu que comme d'hab j'achète sans vérifier ce que j'achète, que TinyGo n'est pas supporté dessus, et du coup je tente de bidouiller des trucs dessus pendant des semaines et ça fonctionne pas, et je finis par abandonner. Donc ça c'est un autre problème qu'on se repose pour après, mais on est content du format de carte, donc on commence à le faire en Arduino, en se disant bon bah tant pis, on va faire de l'Arduino, c'est compatible et ça fonctionne. Mais on a trouvé une solution après. Et en attendant, on va s'occuper de miniaturiser tout le reste. Donc notre point baisseur de tension, on lui trouve un remplaçant, c'est du Pololu 5 volts. On passe de 22 par 17 à 7,6 par 11, donc on réduit quasiment par 4 l'empreinte finale. C'est plutôt cool, on est assez content. Le contrôle du moteur, TA 6586, on passe de 24 par 20 à 9 par 6, donc là c'est pareil, on fait une belle économie de place, donc on est plutôt content. Et on retourne sur notre meilleur ami, à savoir KiCad, sur lequel on avait déjà perdu 3 semaines pour faire notre petite carte. Sauf que ce coup-là, ça va mieux, on a compris 2-3 trucs quand même entre-temps. Donc, on fait la deuxième version du Shield, qui est adaptée exprès pour les nouveaux composants qu'on a. Donc c'est beaucoup plus compact. Là, ce coup-là, maintenant, on est en train de souder des deux côtés de la carte. Donc ça va poser d'autres problèmes, notamment pour nous, faire la soudure, ça va être ultra contraignant. Mais c'est pas grave, on accepte le truc. Et quelques semaines plus tard, on reçoit notre carte, on fait les soudures. On se rend compte qu'en réalité on n'aurait pas dû le faire en shield, mais on aurait dû le faire flat parce que le shield il rentre pas, donc on renvoie à nouveau une carte modifiée sur PCBWay pour l'avoir en flat. Mais on reçoit la carte en flat, on soude tout ce qui va bien, etc. Et ça rentre dans notre Drazen. Alors je vais pas l'ouvrir aujourd'hui pour des raisons évidentes que ça rentre au millimètre près et que si je l'ouvre, il y a de fortes chances pour que je ne puisse pas la refermer. Donc faites-moi confiance, c'est à l'intérieur et ça fonctionne. Il y a des photos qui sont dispo sur internet si vous voulez, mais je vais pas la réouvrir aujourd'hui. Mais on a toujours un souci, c'est que c'est sans TinyGo, et ça m'embête fortement, puisque Go c'est un langage que j'aime énormément, TinyGo du coup forcément j'aime énormément, et la raison originelle pour laquelle on s'était relancé c'était de faire du TinyGo. Donc c'est dommage, le talk c'était Raspberry Pi et TinyGo, si je retire Raspberry Pi et TinyGo, le titre a quand même vachement moins de sens. Du coup je regarde s'il existe une carte SID qui est supportée par TinyGo et qui a de la connectivité sans fil, et en fait il y a un seul candidat potentiel dans toute leur gamme. C'est la NRF 52480.
on se retrouve avec des specs qui sont très similaires à ce qu'on pouvait avoir avec le Raspberry Pi à l'origine. Le SP32C6 était quand même un petit peu plus musclé, donc on se dit que niveau perf, ça devrait aller sans gros soucis. Par contre, on n'a pas de Wi-Fi, il n'y a que du Bluetooth dispo sur cette carte. Donc on se dit, bah allez, on va découvrir comment fonctionne Bluetooth. Donc, vu que j'ai 2 locaux, j'achète 2 cartes. Et on découvre le monde merveilleux du Bluetooth BLE, que je n'avais jamais découvert auparavant. Donc vraiment, c'était une découverte de plus sur le projet. Mais dans un sens, je me dis, ça va peut-être résoudre quand même le problème de latence qu'on a avec la stack TCP/IP. Donc l'un dans l'autre, on va peut-être résoudre 2 problèmes d'un coup. Et si c'est le cas, franchement, ça sera plutôt cool. Donc basiquement, BLE, de ce que j'ai pu en comprendre d'un œil de très néophyte. Donc s'il y a des gens qui font du Bluetooth tous les jours, ne me lancez pas des cailloux s'il vous plaît. C'est une variation du protocole Bluetooth qui est adapté pour de l'IoT. Donc pour le résumer rapidement, chaque appareil client, donc là ça va être notre 1, expose ce qu'on appelle un serveur GAT. Et ce serveur GAT va exposer des services, et chaque service va exposer des caractéristiques. Et on va pouvoir lire dans chacune de ces caractéristiques-là. Donc si on fait un parallèle très foireux probablement avec une API REST, vous avez un serveur qui expose des collections et chaque collection a des items dans chacune des collections et on peut aller manipuler ces items-là. Et le gros avantage, c'est que notre serveur va pouvoir se connecter à plusieurs appareils en simultané et garder la connexion ouverte en permanence. Donc ça va nous permettre d'éviter de perdre du temps à chaque fois à devoir reconnecter le train précis qu'on veut. On va pouvoir juste garder une connexion active en permanence. Et le deuxième effet, c'est que la latence, elle est super faible. On est à moins de 1 milliseconde en écriture. Et ça nous arrivait parfois très rarement de dépasser la milliseconde en écriture, mais dans des contextes assez spécifiques. Donc on était très content de découvrir ça. Le code est en réalité pas si compliqué que ça. Donc dans le train, on va définir des services avec des caractéristiques. Donc là, je définis ma speed caractéristique. Et lorsque je reçois un événement sur cette speed caractéristique-là, on va tout simplement aller effectuer la mise à jour du moteur. Donc du côté du code, en réalité, c'est pas si compliqué que ça. Et en supplément de ça, je vous disais tout à l'heure que sur le Raspberry Pi avec TinyGo, j'avais dû me recoder toute une stack TCP/IP native. Là, tout est déjà supporté out of the box par TinyGo, donc le code devient beaucoup plus simple. Ça tient en 50 lignes de code. Tout est dispo en open source, donc si vous voulez aller voir à la fin, n'hésitez pas. Mais c'est vraiment, ça tient dans très très peu de place, donc ça fonctionne plutôt bien, on est assez content. Du côté du serveur, on va avoir quelque chose d'assez simple où très régulièrement on va aller faire un find, donc on va aller détecter tous les périphériques Bluetooth qui sont dispo. Et là je me suis pas trop embêté avec des choses de sécu ou autre, donc globalement tout ce qui commence par Trainberry 2.2, je tente de me connecter dessus et je vois ce qui se passe. J'enregistre tous les devices auxquels j'arrive à me connecter dans une map en Go, et ensuite je vais du coup pouvoir accéder à cette map là pour aller faire mes actions de création, etc. Et là du coup si je prends la petite draisine, il faut que je la mette dans le bon sens, hop, voilà, et que je retourne sur mon front, là on peut voir que le 8525 a bien chargé, et si je le fais démarrer, si je le fais démarrer à vitesse maximale, hop, tu vas y arriver, voilà. C'est bon, elle fonctionne. Donc on a réussi à faire également notre draisine, et elle marche. Elle fonctionne plus ou moins bien parce que le matériel est très très fatigué, j'en parlerai rapidement à la fin, mais les locaux que j'ai pris pour mes tests sont dans un état absolument clinique, donc ça explique le fait qu'elle ait un petit peu de mal à aller dans le bon sens, etc. On a toujours un dernier problème, c'est que ça reste très lent entre le front et le serveur, donc on remplace toute notre API par une WebSocket. Le gros avantage, c'est que du coup on va pouvoir aller beaucoup plus vite sur les communications entre le client et le serveur. On évite toute la latence qui est liée à la stack TCP/IP ou presque, puisqu'une fois qu'on a établi la connexion, on n'a plus besoin de la rétablir, donc on n'a plus besoin d'aller refaire un uncheck TCP, d'aller faire tout ce genre de choses. C'est plutôt pratique. Et on peut du coup envoyer et recevoir les notifications en temps réel. Et ça aussi c'est très pratique, puisque lorsqu'on se met sur plusieurs smartphones en simultané, ça va nous permettre d'avoir les informations de tout ce que les autres ont fait sur leur smartphone en temps réel, alors que jusque-là on avait très rapidement des désynchronisations. On garde juste un get/state pour récupérer l'état initial. Comme ça, quand on a un nouveau client qui arrive, on peut tout simplement aller récupérer l'état complet pour ensuite se mettre à l'écoute de la WebSocket et tout récupérer. Et non content de mieux fonctionner qu'avant, en supplément de ça, ça simplifie. On n'a plus besoin de réseau Wi-Fi. Et ça, c'était le plus gros problème qu'on avait d'un point de vue simplification.
Donc comme on n'a plus besoin de réseau Wi-Fi, on n'a plus besoin d'un routeur dédié à cet usage. Là, la carte Bluetooth qui me sert de serveur, c'est directement à la carte Bluetooth intégrée du PC. Donc l'avantage, c'est que ça se déplace très facilement. On n'a plus besoin de se traîner une stack TCP/IP partout, que je devais recoder à la main à certains endroits. Donc c'est pareil, ça nous permet quand même de gagner pas mal de temps et de gagner pas mal de fiabilité aussi, puisque mon implémentation devait être aussi un petit peu foireuse, pour pas vous mentir. Et du coup, dans le train, on n'a plus besoin de lui donner le SSID du réseau, le mot de passe du réseau, tout ce genre de choses. Il n'y avait pas non plus de DHCP, donc je lui définissais une adresse MAC et une adresse IP à la main, donc ça faisait partie des trucs, c'était toujours rigolo à faire. Donc le gros avantage, c'est que notre nouvelle version, elle nous permet quand même de beaucoup nous simplifier la tâche, et ça nous permet de pouvoir envisager la suite de manière beaucoup plus sereine. Du coup, maintenant, quelle est la suite ? Maintenant que les soucis sont résolus et qu'on a réussi à minifier, on ne s'embêtera pas à les minifier plus petit qu'une drésine, on va pouvoir s'amuser un petit peu. Donc dans la suite des choses à faire, on va avoir le système d'annonce en gare. Donc avec là on envisage d'utiliser des tags NFC du coup avec des capteurs qui seront sous la table. Donc de pouvoir détecter quand un train passe à un certain endroit pour aller le faire ralentir tout seul, le faire s'arrêter à quai, le faire repartir, avoir la petite voix qui indique que le train va arriver en gare, va repartir, ce genre de choses. Faire chou-chou au train, parce que bon, on a tous envie d'avoir le train qui fait du bruit. Ça, voilà, ça fait partie des choses qu'on a absolument envie de pouvoir faire. Supprimer une bonne partie du câblage manuel avec les boutons que je vous avais montré. Pareil avec des tags NFC, donc sur le même principe que l'annonce d'arrivée en gare, pouvoir faire s'arrêter complètement les trains de manière 100% numérique. Ça nous simplifiera énormément la maintenance de la table, puisqu'actuellement c'est un véritable problème. Et dans les idées de choses qu'on a à faire sur du plus long terme, on commence à envisager de faire de la carte temps réel, donc pour avoir l'état en temps réel des trains sur notre table de jeu. Là, on a encore plusieurs approches à tester, donc on hésite entre de la triangularisation de signal Bluetooth ou d'autres choses du style, mais on va sûrement s'amuser à ça l'an prochain. Sur les plus grosses locomotives, comme celle-ci, s'amuser à mettre une webcam intégrée à l'avant, puisqu'on a des modules qui nous permettent de le faire. Donc ça serait super rigolo de pouvoir voir le train depuis l'intérieur du train comme si on y était. Passer les aiguillages au numérique. Bref, j'ai pas mal d'idées. Tout est en open source et tout est en open hardware. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Si vous avez des trains à la maison, que vous comptez en acquérir, n'hésitez pas à vous en servir. Ça sera avec grand plaisir. Et du coup, vraiment, n'hésitez pas à contribuer au projet, puisque il est open source et il est là pour ça. Hop. Pour conclure, je suis en avance, donc tant mieux, je vais pouvoir les refaire démarrer après. Pour conclure, c'était une expérience qui était vraiment fun, tout simplement, puisque c'est quelque chose que j'ai pu faire avec beaucoup de monde. Je vous ai dit à plusieurs reprises que ma conjointe avait participé, mais également mon grand-père, qui est la personne qui m'a fait découvrir l'électronique de base et la mécanique quand j'étais gamin. Et sur ce projet-là, je suis retourné dans le Cantal du coup, et on a fait du TinyGo ensemble. Donc je lui ai appris la programmation, je lui ai appris l'électronique embarquée. Ça a été une expérience, ça a été un voyage. Mais franchement, c'était absolument génial de pouvoir faire ça avec lui. Donc j'en suis très content. Et du coup, n'hésitez pas à aller sur l'Open Feedback, à aller également sur le GitHub du projet pour aller regarder ça et aller contribuer si vous le souhaitez. Et vous avez également le making-of de la maquette qui est disponible. Je ne pouvais pas trop vous en parler aujourd'hui sur la manière dont on a pu faire ça. Mais du coup, n'hésitez pas à aller la voir sur mon blog. Vous avez tous les détails sur la manière dont on a pu faire ça. Et du coup, on va pouvoir passer aux questions. Mais juste avant, je vais redémarrer. Hop. Une dernière fois pour le plaisir. Voilà. Et les faire démarrer tous les deux ensemble. Non, ça va. Voilà. On va la faire s'arrêter un petit peu. Voilà. C'est l'avantage, c'est que maintenant qu'on peut les contrôler, on a beaucoup moins de... Voilà. Et puis on a le fameux bouton arrêt d'urgence en haut aussi, histoire d'arrêter tout le monde d'un coup. Puisque ça nous est quand même arrivé à plusieurs reprises de frôler l'accident ferroviaire de très très près. Voilà, merci à tous et toutes. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Flo. Les questions, qui est-ce qui veut attaquer? Yes, pas trop, en plus c'est sympa après. Bonjour. Bonjour. Du coup, votre système, il reste uniquement sur de l'analogique 0,14 volts.
Vous passez pas sur du DCC, 16 Non. volts alternatif Alors du coup en fait on utilise plus du tout la modulation analogique, c'est-à-dire qu'on lui envoie juste plus 14 volts constant et on reste à plus 14 volts constant, mais du coup non on passe pas du tout sur du DCC. D'accord. Ok, donc en fait sur une centrale classique type Z21, chose comme ça, C'est ça. ça marche pas. Là par exemple pour le talk, hein, on tourne avec une alimentation stabilisée on ne peut plus basique, qui est juste là et qui m'envoie la puissance dont j'ai besoin. D'accord, ok. Merci. De rien. Est-ce qu'il y a d'autres questions d'experts du travail? Dehors. À l'avant. Ouh, ça sent la question Tiny Go. D'abord bravo, c'est cool. C'est beau de voir de la motivation qui donne des beaux projets comme ça. Merci beaucoup. Et j'ai une question sur un domaine que je ne connais absolument pas, bien entendu, c'est pourquoi 14 volts? D'où est-ce que ça vient? Est-ce que tu sais d'où vient le 14? C'était la spec de base en fait qu'ils utilisaient à l'époque. Je sais pas trop pourquoi ce 14 volts en toute honnêteté. D'autant plus que les transfos à l'époque sortaient soit du 14 continu, soit du 18 analogique. Donc soit du 18 alternatif, pardon. Donc on avait en plus de ça deux voltages spécifiques sur deux courants différents. Donc j'ai aucune idée de pourquoi 14. Après la réalité c'est que ça a bien dérivé, puisque là sur les tests que j'ai pu effectuer à la maison, celui qui s'en était le mieux sorti sortait à 18,5. Donc on est passé de 14 à 18,5 volts, et celui qui a le plus dérivé en 40 ans, il sortait quasiment 22. Donc ça a bien dérivé. Le gros avantage, c'est que comme c'est extrêmement basique et que c'était du matériel qui était vraiment conçu pour être robuste et encaisser quand même pas mal de choses à l'époque, même un 22 volts, ça pose pas spécialement de soucis pour le moteur à l'intérieur. C'est surtout nous, quand on a commencé à les passer au numérique, qu'il a fallu qu'on fasse attention à ce que le point baisseur de tension puisse supporter le delta de ce qui était annoncé versus la réalité. Et ça, on a eu des petites surprises au début. Rien qui nous a fait cramer quoi que ce soit, mais on a eu des petites surprises au début, ouais. Est-ce qu'il y a une autre petite question dans la salle? T'as vraiment pas de questions Tiny Go? Bon, je crois qu'on n'a plus de questions. Merci Flo. Merci beaucoup. Et si vous voulez venir voir la maquette, du coup, n'hésitez pas.